Bonsoir, bienvenue pour ce 23h dans l'actualité ce soir. Le jeûne du Ramadan a débuté aujourd'hui. Pendant un mois, les musulmans vont s'abstenir de manger et boire du lever au coucher du soleil. Prières et actes de bienfaisance sont aussi au rendez-vous. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Au nombre des décisions prises figure le réaménagement de la gestion de l'entretien routier et du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. Dénucléarisation de la Corée du Nord, un sommet entre les dirigeants nord-coréens et américains est prévu le 12 juin prochain, mais Pyongyang a menacé aujourd'hui de l'annuler si Washington maintenait des exigences jugées déséquilibrées. Merci de suivre cette édition. Le jeûne du Ramadan a débuté aujourd'hui. Il constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Le jeûne se fait entre le lever et le coucher du soleil. Après la rupture, c'est la prière. Durant le mois du Ramadan, les musulmans ne doivent pas manger, ni boire, ni avoir des relations sexuelles ou fumer pendant la journée. Outre la privation, le Ramadan est une pénitence, le moment d'oublier les querelles et de pardonner. C'est aussi un moment de dévotion avec des prières et lectures du Coran et l'occasion de poser des actes de bienfaisance. Le palais de la présidence de la République a abrité ce mercredi un conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a planché notamment sur le réaménagement de la gestion de l'entretien routier, le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan, ainsi que le bilan des intempéries des 10 et 11 mai derniers. À Ouattouri. Le conseil des ministres, ce mercredi 16 mai, présidé par le chef de l'État, a fait le point sur les dégâts consécutifs aux pluies diluviennes des 10 et 11 mai 2018. Le bilan des inondations provoquées par ces précipitations, de morts et d'importants dégâts matériels. Pour faire face au risque de catastrophe, puisque nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures, et principalement des mesures qui renforcent celles qui existent déjà. Il s'agit notamment de l'intensification de la sensibilisation. Il s'agit également de la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme, chargée donc de faire respecter les règles dans ces domaines, de l'implication des collectivités dans les activités de curage des ouvrages, du relogement temporaire des ménages déguerpis ou déplacés, de l'alimentation des fonds d'assistance aux sinistrés et du renforcement du fonds d'urgence épidémie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour réduire les désagréments liés aux intempéries, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un plan d'envergure, le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. La mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan permettra d'améliorer le fonctionnement global des réseaux et de limiter significativement les dysfonctionnements en période de pluie intense. Le coût global de la mise en œuvre de ce programme est évalué à 530 milliards de francs CFA. Cela va concerner la période allant de 2018 à 2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseaux enterrés aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, la remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration. Le gouvernement, qui entend par ailleurs préserver le patrimoine routier de la Côte d'Ivoire, a adopté un projet de décret portant réaménagement de la gestion de l'entretien routier. Il s'agit d'un dispositif d'entretien préventif du patrimoine routier national dont la mise en œuvre est confiée à la Direction générale des infrastructures routières, la DGIR. La DGIR, dont relève la régie, sera chargée d'intervenir sur le réseau routier à travers les agents des directions territoriales et régionales des infrastructures économiques pour prévenir les dégradations grâce à une déconcentration effective des responsabilités et des moyens.
Cette mesure permettra plus concrètement d'inspecter le réseau routier, de surveiller en permanence ce réseau, d'enquêter, de mieux apprécier le trafic supporté par ce réseau, de recueillir des données plus fiables. Pour une meilleure gouvernance, l'Agence judiciaire du Trésor et le comité de coordination des actions liées au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies viennent compléter le dispositif de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de la nouvelle ligne de transformation de cacao de la Société africaine de cacao SACO vont bientôt démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Elle devrait accroître la capacité de transformation de la SACO d'environ 20 000 tonnes et créer une cinquantaine d'emplois directs. Jean-Luc Bangou. La Société africaine de cacao SACO, filiale ivoirienne du groupe Barry Callebaut, entend contribuer à une meilleure transformation du cacao en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre de cette nouvelle unité de transformation sonne comme une réponse à l'appel du gouvernement ivoirien. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la convention que la SACO a signée avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers laquelle on s'est engagé sur 5 ans à investir pour augmenter très significativement nos capacités de transformation dans le pays, aussi bien ici en zone 4 qu'à San Pedro. Améliorer la compétitivité et garantir le développement du secteur de la transformation du cacao, c'est l'objectif du gouvernement qui a mis en place un ensemble de mesures pour encourager l'investissement dans le secteur. Les mesures prises pour accélérer la transformation portent notamment sur la garantie d'approvisionnement en matières premières à des prix accessibles, sur des soutiens financiers et différents mécanismes d'accompagnement technique. Le gouvernement a notamment accordé aux transformateurs les abattements sur le droit unique de sortie à acquitter en fonction du degré de transformation des fèves. Le gouvernement entend poursuivre ces réformes en vue de faciliter des partenariats stratégiques entre les groupes de transformation installés en Côte d'Ivoire et ceux de la distribution des pays grands consommateurs de chocolat au monde. Avec ce nouvel investissement, le groupe Barry Callebaut apporte la preuve que la Côte d'Ivoire offre d'excellentes conditions pour la transformation locale du cacao, démontrant ainsi que de grands groupes peuvent investir dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire. La quantité de fèves transformées en Côte d'Ivoire est estimée actuellement à 577 000 tonnes. L'extension du site de la zone 4, qui a nécessité un investissement de 30 milliards de francs CFA, permettra à la SACO de doubler sa capacité de transformation depuis 2019. Elle générera une cinquantaine d'emplois directs permanents. Direction Sikasso au Mali, où les stèles de Thiéba et Babemba, roi du Kédougou, ont été dévoilées par les premiers ministres ivoiriens, maliens et burkinabés. Ils étaient en terre malienne à la faveur du lancement de la zone spéciale économique composée de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Adama Koni. C'est au son du balafon que les régions frontalières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont décidé d'unir leur destin économique à travers le projet Sikobo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Autrement dit, au commencement était la culture. Il faut dire que ces 3 régions qui sont citées et qui appartiennent à ces 3 pays intègrent un espace culturel, un espace cultuel qui est le peuple sénoufo. Ce peuple sénoufo a un art intégrateur qui est le balafon. Avec l'UNESCO, nous avons pu, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, faire inscrire le balafon au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et en conséquence de quoi, nous sommes tenus d'organiser chacun chez soi un festival. S'appuyer sur la culture pour développer le tourisme. Dans cette démarche, la capitale du Kédougou, Sikasso, veut faire de son histoire une valeur ajoutée. Le témoignage de cette histoire, les stèles de Thiéba Traoré et Babemba Traoré dévoilées à la faveur du lancement du projet de la zone économique spéciale. Le père de Thiéba et de Babemba ont fait un grand détour depuis la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina pour s'installer à Sikasso. Et après la mort de leur père qui est Daoula Traoré, il y a Thiéba qui a pris le trône. Et Thiéba a fait 27 ans au trône. Et après la mort de Thiéba, c'est son frère Babemba qui a pris le trône, malheureusement qui n'a fait que 5 ans. Donc tous ces 2 rois
ont vraiment montré leur résistance au colonialisme. Et aujourd'hui, ces deux figures vont permettre à tous ceux qui n'ont pas vu Babemba et Tcheba de savoir qui était Babemba et Tcheba. Le triangle du Balafon, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso s'engage ainsi dans la valorisation des sites culturels et historiques pour en faire des curiosités touristiques. C'était donc à Sikasso où les stèles de Thiéba et Babemba, rois du Kénédougou, ont été dévoilées par les premiers ministres ivoiriens, maliens et burkinabés. C'est parti ce mercredi pour la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Le SILA 2018 a comme invité cette année les États-Unis. Le livre, vecteur des identités culturelles, c'est le thème de cette 10e édition. Pendant 5 jours, les initiateurs de ce rendez-vous vont s'atteler à promouvoir l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. L'écrivain Charles Conan, Grand Prix national de littérature en 2014, est l'auteur à l'honneur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les parties ivoiriennes et ghanéennes veulent poursuivre la collaboration dans la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer. Le TIDM qui a tranché le 23 septembre dernier en faveur d'Accra, le litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans sur fond d'enjeux pétroliers. Du 14 au 16 mai dernier, une délégation ghanéenne a eu à Abidjan des séances de travail avec la partie ivoirienne conduite par le médiateur de la République, Adama Tunkara. Salimatou Dia, Herman Guivi. Fin de la première session du comité ivoiro-ghanéen sur la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer relatif à la frontière maritime entre les deux pays. La partie ivoirienne, avec à sa tête le médiateur de la République Adama Tunkara, et la partie ghanéenne, conduite par le ministre d'État Yao Assafa Marfo, ont décidé de collaborer pour le bien commun des deux pays en tenant compte des liens particuliers qui les unissent. Le Ghana a informé la Côte d'Ivoire de son intention de déposer officiellement les coordonnées des points décidés par la Chambre spéciale du TIDM, ainsi que les cartes correspondantes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux compétents en temps voulu. Le Ghana prend acte des copies physiques et électroniques des 2 cartes à elle remises par la Côte d'Ivoire comportant le tracé des points issus de la décision du TIDM. Le Ghana prend également acte du projet d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et autres ressources entre les deux pays à elle remis par la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de la décision du TIDM à court et à long terme. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont également convenu de poursuivre les réunions afin de coopérer davantage dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique conclu entre les deux chefs d'État le 17 octobre dernier. Les parties ont convenu de ce qui suit. Poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du TIDM, poursuivre d'autres engagements dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ASP conclu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le 17 octobre 2017. Une rencontre devrait se tenir à Accra dans les mois à venir entre les deux pays. Nous changeons de sujet. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annoncé lundi la livraison de 10 000 logements d'ici à la fin de cette année. Claude Isaac Day était face aux acteurs des secteurs publics et privés. Francis Boifou. Logements sociaux et économiques. Le gouvernement a décidé de mettre les bouchées doubles pour satisfaire les demandeurs. En 2017, nous avons livré aux alentours de 4 700 logements. Notre objectif pour 2018 est de livrer 10 000 logements. Et avec l'appui de l'État, Sikoji est en train de reprendre les programmes. Et nous enregistrons aussi de nouveaux promoteurs nationaux, locaux internationaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour pouvoir produire des maisons. Le président des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire invite les opérateurs à accompagner l'État. Il y a un cahier de charges qui a été mis en place. Il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des acquéreurs. J'invite donc tous les promoteurs, quelle que soit la taille des promoteurs, de respecter ces engagements-là, d'être professionnels et de crédibiliser la profession que nous faisons. Invité dans le cadre de concertation État-secteur privé, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annoncé un vaste programme d'assainissement avant de s'attaquer au projet d'urbanisation selon le nouveau schéma directeur de la ville d'Abidjan.
La Direction générale des douanes a suspendu les agréments de commissionnaires en douane de 5 sociétés. Ce sont Éveil Transit Côte d'Ivoire, Société ouest-africaine de transit, Amal Transit, Soum Cargo Transit et Cargrim Transit Abidjan. Cette décision intervient à la suite des irrégularités constatées dans l'immatriculation des véhicules neufs au guichet unique automobile. Les propriétaires des véhicules frauduleusement immatriculés ont jusqu'au 30 juin prochain pour procéder aux formalités de régularisation. Selon le procureur de la République, 3 personnes sont en ce moment déférées à la MACA et 15 autres en garde à vue. Le préjudice subi avoisine près de 3 milliards de francs CFA. Ce mercredi, un mini-car communément appelé Massa a terminé son trajet juste à l'entrée d'un guichet de péage du 3e pont dans la commune de Cocody. C'était peu avant 16 heures. Le chauffeur a perdu le contrôle de l'engin selon des témoins. Un bilan provisoire fait état de plusieurs blessés graves et d'importants dégâts selon les secours. Un incendie est survenu toujours ce mercredi aux alentours de 19 h au quartier Colombie, aux 2 plateaux. L'incendie a été circonscrit par les sapeurs-pompiers des groupements de l'Indénié et de zone 4. Selon les secours, on n'enregistre aucune perte en vie humaine, mais une trentaine de baraques sont parties en fumée. En attendant les résultats de l'enquête, les témoins affirment que cet incendie est parti d'un court-circuit dû au branchement anarchique. Les populations affirment également que c'est la 4e fois que ce secteur est victime d'un incendie. Suivons à présent les différentes réactions. Il faut noter, c'est qu'on n'a aucune victime. Et au niveau des baraques, on a pratiquement une trentaine de baraques qui sont parties en feu. Voilà. Mais par contre, il faut noter qu'avec le dispositif qu'on a mis en place, on a pu empêcher la propagation du feu. La cause est indéterminée, elle est soumise à enquête. Mais déjà, ce qui est important de faire savoir à la population, c'est de pouvoir vraiment mettre tout en œuvre pour avoir les bonnes mesures de prévention, tant dans l'installation électrique et toute autre action même dans les cuisines au niveau du gaz. Et donc nous sensibilisons la population vraiment à avoir toutes les mesures de sécurité et aussi à avoir un extincteur chez soi pour pouvoir éteindre un départ de feu. On s'intéresse à un forum sur la sécurité au travail. Il vise à élaborer des mesures de protection. Les recommandations issues de cette rencontre seront soumises au pouvoir public en vue de l'application des mesures en vigueur dans le secteur de la sécurité au travail. Abou Sanougou. Inculquer la culture de la prévention durable aux professionnels, aux chefs d'entreprise et pouvoirs publics en vue de promouvoir la réglementation en vigueur. Ce sont les enjeux de ce forum sur la santé et la sécurité au travail. L'application des lois sur la santé et la sécurité aux professionnels entend minimiser les risques et apporter des solutions techniques de protection des personnes et des biens. Nous avons organisé ce forum pour amener tous les professionnels de santé au travail à venir réfléchir sur la thématique de la maîtrise des risques dans le vocable d'un développement durable. Toutes les activités humaines comportent des risques et il est important d'évaluer exactement ces risques-là afin d'asseoir une stratégie de prévention pour le bonheur des travailleurs et éviter que ces travailleurs-là ne soient malades du fait du travail. À travers des panels et conférences autour du thème « La maîtrise des risques pour une prévention durable », les recommandations issues de cette première édition seront soumises au pouvoir public. L'accident du travail, de façon générale, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie du quotidien des travailleurs. Partout où il y a des hommes qui sont donc en situation de travail, il faut s'attendre que ces accidents surviennent, surtout lorsque certaines dispositions ne sont pas prises. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous pensons que la gestion des risques professionnels devait faire partie intégrante des politiques publiques, les politiques mises en place dans les administrations publiques. Les accidents de circulation, les incendies, la cybercriminalité, les accidents de travail sont souvent les risques auxquels font face les travailleurs dans l'exercice du métier. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kigbafouri Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, informe, mesdames et messieurs les députés, que la séance de questions avec débat du jeudi 17 mai 2018 à 14 h
portant sur la nouvelle problématique de la carte nationale d'identité ivoirienne et la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire est reportée à une date ultérieure. La première édition des journées de loufouettisme s'est tenue à Yamoussoukro le week-end dernier. C'est une initiative du mouvement Force 2015. Ces journées visent à inculquer aux jeunes générations les valeurs qu'incarnait le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Mahama Traoré, Abou Sanougou. Pour le mouvement Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, pas meilleur endroit que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour tenir les premières journées de loufouettisme. Journée placée sous le thème Parti unifié RHDP, unique alternative à la conservation des valeurs de loufouettisme. Nous jeunes, nous disons qu'il est important de garantir à notre pays la paix et la stabilité. Et donc, nous sommes d'accord pour le Parti unifié RHDP. Laurent Donafologo, invité spécial de l'événement, invite les partis membres du RHDP à s'inspirer des valeurs prônées par Félix Houphouët-Boigny pour bâtir le parti unifié. Le président Houphouët-Boigny insistait beaucoup sur l'unité. Donc aujourd'hui, si le président Ouattara insiste sur la même unité, pour moi, il y a continuité. Si chacun est d'accord de mettre l'intérêt supérieur au-dessus de tout, le reste peut se régler en discutant. Pour le ministre Issa Coulibaly, président d'honneur de cette cérémonie, Force 2015 est le symbole d'un mouvement de jeunesse responsable. En faisant le choix, et de façon tout à fait désintéressée, de célébrer l'oufouettisme à travers la promotion des valeurs qu'ils incarnent, ces jeunes administrent la preuve de ce que l'on peut être jeune en Côte d'Ivoire et assumer en toute responsabilité des tâches à portée nationale. Autre temps fort de ces premières journées de loufouettisme, une prière en la mémoire du défunt président Félix Houphouët-Boigny et un recueillement sur sa tombe. Je vous lis un autre communiqué émanant de la Commission électorale indépendante. Communiqué à l'attention de mesdames et messieurs les responsables des partis politiques. Dans le cadre du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante invite mesdames et messieurs les responsables des partis politiques à prendre part à la réunion qu'elle organise à son siège aux Deux Plateaux, boulevard Latry, résidence Angois, route du Zoo, le mardi 22 mai 2018 à 10h. Chaque parti politique devra être représenté par un délégué mandaté, signé par le président Youssouf Bakayoukou. Le comité régional des rois et chefs traditionnels de Gbeke sillonne les départements de sa région pour expliquer les missions de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce comité a été soutenu dans son action par les membres du gouvernement originaires de cette région. Les ministres Jean-Claude Kouassi et Sidi Touré ont tous les deux effectué le déplacement pour prendre part à l'étape de Sakassou qui a eu lieu dimanche 13 mai dernier. Ils ont réaffirmé leur engagement à appuyer les actions de consolidation de paix et de cohésion menées dans la région par les autorités traditionnelles. Charles Tatsou. L'Assemblée des rois et chefs traditionnels est l'organe de décision de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Elle regroupe les autorités traditionnelles à raison de 2 par département. Avec ces 4 départements qui la composent, la région de Gbeke y est représentée par 8 autorités traditionnelles, constituant également le comité régional des rois et chefs traditionnels de cette région. Nous venons en amont pour pouvoir pallier tous les problèmes sociaux que comportent nos villages, surtout les fonciers. C'est nous qui connaissons mieux, c'est nous qui maîtrisons tout ce qui est foncier. Parce qu'il faut aller à la base, les us et coutumes, ne pas les oublier. Pour présenter les membres de son comité et expliquer les missions de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, le président du comité régional a pris son bâton de pèlerin pour sillonner les 4 départements. Béoumi, deuxième étape après Bouaké. Cadres et garants de la tradition, tous mobilisés pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Nous sommes prêts à rehausser ce rôle-là. Nous allons travailler de concert avec nos populations
et toujours avec l'administration. Même son de cloche dans le département de Botro. Sakassou, la dernière étape de cette tournée, les membres du gouvernement originaires de la région de Gbeke ont effectué le déplacement pour soutenir l'action des chefs traditionnels. Nous avons répondu à cette invitation et ce qui marque un peu le dynamisme de nos institutions traditionnelles qui concourent, comme vous le savez, à assurer la paix, la stabilité et la cohésion dans les différentes communautés, ce qui est partie prenante de leurs différentes missions. Nous avons le devoir de les appuyer, de les soutenir, de leur passer le message aussi du président de la République et du gouvernement. Après cette tournée de prise de contact avec la population, le comité régional des rois et chefs traditionnels de Gbeke est déjà à pied d'œuvre pour le suivi des activités de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Place à présent au point de l'actualité internationale. Au nord-est du Nigeria, 120 personnes ont été enlevées. En Gambie, l'ex-président Yahya Jammeh est mis en cause dans le meurtre de migrants. Et la Corée du Nord menace d'annuler le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Laurent Sacho, Sidonie Davila. Un kidnapping a coupé le souffle au Nigeria. Plus de 100 personnes ont été kidnappées sur une route au nord du pays, selon des responsables, des témoins et des proches des personnes enlevées. Un enlèvement de masse révélateur d'une fragilité sécuritaire au Nigeria. En Gambie, les biens laissés par l'ancien président Yahya Jammeh seront mis en vente. L'ex-président a laissé un pays économiquement en lambeaux et des caisses de l'État vides. Selon le FMI, le taux d'endettement du pays, considérablement étouffant, a atteint 130% en fin 2017. Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour combler la dette exorbitante laissée par l'ex-président gambien et renflouer les caisses de l'État, Adama Barrow, l'actuel président, envisage de vendre les biens de luxe laissés par Yahya Jammeh. Parmi ces biens compte, entre autres, une flotte de voitures de luxe et des jets privés. Pyongyang a menacé ce mercredi d'annuler la rencontre historique prévue en juin avec le président américain en raison d'exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. Pyongyang a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud prévue ce mercredi pour protester contre l'exercice militaire annuel auquel prennent part les armées sud-coréennes et américaines. Pour sa part, Washington affirme poursuivre la préparation du sommet. Vous venez de suivre le point de l'actualité internationale en Gambie. C'était la vente des biens de l'ex-président Yahya Jammeh. Retour ici en Côte d'Ivoire, la ville de Korogo va accueillir une poule de Coupe d'Afrique des Nations de football à Abidjan 2021. L'information a été donnée par le président du comité d'organisation. Fekese Lambert était face aux populations de la région du Poro. Kader Sogodogo. Lambert Fekese, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, de football Côte d'Ivoire 2021, a réservé sa première sortie officielle pour le Poro. Un déplacement à Korogo, source de bonnes nouvelles. Je suis donc venu aujourd'hui pour vous confirmer de vive voix la désignation de Korogo par le gouvernement comme ville chargée d'abriter l'une des 6 poules de la Coupe d'Afrique des Nations. Un choix bénéfique pour tout le district des Savanes. La désignation de la ville de Korogo emporte la réalisation par l'État dans votre cité d'un certain nombre de projets importants. Il y a d'abord la construction d'un nouveau stade de compétition aux normes FIFA avec toutes les commodités techniques et comportant 20 000 places. Ensuite, il y a la réhabilitation du stade municipal, du stade de lycée Dominique Ouattara, du lycée Oufo-Boigny, du lycée moderne, lesquels serviront de terrain d'entraînement pour les équipes qui seront logées dans la poule de Korogo. Il y a la construction d'une cité Cannes pour l'hébergement des équipes.
la construction d'un hôtel de 50 lits pour l'hébergement des officiels de la CAF, la réhabilitation et la création d'infrastructures publiques de tous ordres, notamment routières, aéroportuaires, sanitaires et de voiries humaines. Des populations prêtes à relever le défi de l'organisation. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie. Déjà que nous sommes en train de faire en sorte que Korogo retrouve sa place d'antan. Et je parie qu'avec l'organisation de cette CAN en 2021, ce sera un boom pour Korogo. Korogo ira de l'avant. Vous avez vu les 3 préfets des 3 régions, à savoir le Kologo, la Bagoué et le Poro. Et donc c'est un événement qui va concerner toute la région du Nord, particulièrement le district des Savanes. C'est pour cela que nous sommes là. 6 sites vont abriter la CAN 2021 de football. Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et le 2 d'Abidjan. Le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de Bempé en construction. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée et très bon début de Ramadan à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition.